Bonjour à tous. René Frény, nous sommes très heureux de t'accueillir. Ça fait 3 ans qu'on te court après. C'est un homme très, très pris. J'ai trouvé dans un bouquin que j'ai retrouvé chez un bouquiniste il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé une toute petite bio. Je me suis dit qu'elle était vachement bien. Je suis même presque sûr que c'est toi qui as dû l'écrire, mais ce n'est pas marqué. Il est né à Marseille, il y a à peu près aussi longtemps que moi. Après des études brèves et un passage à l'armée tumultueux, c'est toi qui l'as écrit, non? C'est Jean-Jacques. Il marche mon micro? Tumultueux. Il marche. Attends, bouge pas. Il est juste derrière toi, le garçon qui s'occupe de ça. Non, voilà, ça va fonctionner. Non, il marche pas. Ils m'ont donné un truc qui marche pas. Attends, regarde, il est juste derrière, il s'en occupe. Bah, je continue pendant que vous réglez ces histoires-là. Allô? Allô? Non, il marche pas. Oh! Il s'affole, René, t'inquiète. Laisse-moi finir comme ça, pendant ce temps-là, il règle les choses. Donc après... Ah ben c'est moi qui marche plus. Si, ça y est. Après des études brèves et un passage à l'armée tumultueux, je répète, il vit 5 ans à l'étranger sous une fausse identité. Vous saviez pas, vous croyez qu'on accueillait un écrivain? On accueille un voyou. C'est Jean-Jacques qui m'a filé ses papiers. Donc, comme il était plus recherché que moi, je me doutais que j'aurais du mal à en placer une. De retour en France, il travaille pendant 7 ans comme infirmier dans un hôpital psychiatrique, puis il pratique le café-théâtre pendant 6 ans et exerce divers métiers pour survivre et écrire. C'est chouette, non, ce genre de bio? Moi, j'adore. C'est pas académique et j'aime beaucoup. Alors, c'est de toi ou pas? Non. Oui, non. Il le dira pas. Je pense que c'est mon éditeur, c'est Gallimard qui a dû écrire ça. C'était en tout cas un bouquin édité par Gallimard, ça c'est sûr. Voilà. Alors Jean-Jacques, c'est très compliqué. Jean-Jacques Scialelli, c'est très compliqué de le présenter uniquement avec un CV. Alors dire comment cette histoire s'est passée. Quand on a été en contact avec René par rapport à l'idée qu'il viendrait rencontrer le public des Concertina, d'abord il l'a accepté avec enthousiasme, je le dis très sincèrement et c'est très vrai. Et puis dans la discussion, on a émis l'idée comme ça que ça pouvait ressembler à quelque chose comme un dialogue. Comme un dialogue, et que le dialogue, il pourrait être avec l'une des nombreuses personnes qu'il a rencontrées au cours des plus de 30 ans pendant lesquels il a animé en prison des ateliers d'écriture. Et voilà. Et je crois que l'idée t'a plu, non? Tu es pas obligé de me le dire, d'ailleurs. Enfin, j'ai eu l'impression, j'ai eu cette sensation que ça lui plaisait, l'idée. Il y a 3 ans que tu me cours après, je ne pouvais pas dire non, quand même. Et donc, je lui dis, si jamais tu trouves personne, nous, on pourra t'aider, parce qu'on en connaît quelques-uns. Et puis, je crois que tu as dû me rappeler une demi-heure après, quelque chose comme ça, pour me dire, il s'appelle Jean-Jacques Scialelli. Alors, je ne connaissais pas Jean-Jacques, alors que j'ai un peu l'habitude de fouiller un peu. Souvent, c'est gens qui ont fait des longues détentions. Il y a eu des histoires qui ont été un peu médiatisées. C'est assez cocasse. D'ailleurs, souvent, c'est très poétique. On trouve surtout des articles de la presse quotidienne régionale. J'ai rien contre elle, mais souvent, il y a un peu de poésie. On sait qu'il y a beaucoup d'inventions. Le journaliste s'est beaucoup projeté dans des choses qui n'existaient pas. Voilà. Et alors là, Jean-Jacques, donc, il a connu une 20aine d'années de prison. Il a une autre énorme qualité quand même, heureusement, c'est un musicien. Il lui est arrivé une chose magnifique dans sa vie. Il a rencontré le parcours d'un artiste, je crois qu'on l'aime un peu tous comme ça, qui nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelait Michel Berger. Eh bien, Michel Berger, par amitié, par passion pour ce que produisait Jean-Jacques, lui a produit un disque alors qu'il était en prison. Il lui a produit la construction d'un album. Ça, ce n'est pas des histoires banales. Et donc Jean-Jacques a traîné comme ça pendant quelques années le dedans et le dehors, une espèce de nomadisme original. Et la dernière fois qu'il s'est retrouvé dans une cour d'assises, c'était sur une histoire de fourgon blindé. Alors je le dis tout de suite, il a été acquitté. Hein. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Il a été acquitté, mais il a eu un trait de génie, d'écrivain. D'artiste à l'égard du président de la cour d'assises qui le titillait. Il y avait une histoire de cache d'armes et il aurait été supposé être le propriétaire ou le principal occupant d'un endroit où on avait trouvé des armes. Enfin, je ne me souviens plus du contexte exact, mais peu importe. Et donc le président de la cour d'assises le secouait sur cette question-là. Grosso modo, il cherchait à le rendre coupable. Il ne l'a pas été puisqu'il a été acquitté. Et Jean-Jacques a eu ce trait de génie. Il lui a dit, mais écoutez, même si c'était vrai, je connais plein de gens qui ont des baskets et qui ne courent jamais. Elle est belle, non? Voilà. C'était pour introduire l'ambiance et je me disais que ça résumait bien. Ça pouvait remplacer un CV te concernant, puisque ce serait compliqué peut-être de l'écrire. Alors René, comment ça se passe, toutes ces histoires-là? Il y a quelqu'un qui vient de me dire que déjà, il avait lu hier soir un petit livre, un petit écrit Gallimard qu'il avait acheté à la librairie dans l'après-midi, elle avait, et que ça avait été un grand bonheur de traverser cette histoire de ces écrits
de ces choses qui se passent à travers les ateliers d'écriture. Et ce que ça signifiait dans la rencontre humaine, ce que ça signifiait bien au-delà de la plume. Ouais. Moi, je parlerai d'un côté et Jean-Jacques parlera de l'autre, parce que lui était dedans pour des années, pendant des années, et je pense qu'il a rencontré la musique et l'écriture en prison, et il pourra dire mieux que moi ce que ça lui a apporté. Moi, ce que je peux dire, c'est que je me suis retrouvé dans une prison militaire à 19 ans, pour désertion, et pendant 6 mois, j'ai lu. J'ai lu parce que pour la première fois de ma vie, j'ai accepté de porter des lunettes parce que j'étais seul en cellule et l'aumônier m'a apporté quelques livres. Et je me suis rendu compte à quel point la lecture en prison était une évasion. C'est comme si le directeur de la prison m'avait apporté les clés de la prison. Tous les jours, je lisais 8-9 heures par jour et je suis d'abord rentré dans l'univers de Giono, les rivières, les forêts, la Provence, les villages brûlés par l'été. Je n'étais plus, mon corps était en cellule, mais ma tête était dehors. J'avais les odeurs de la Provence, les bruits de la Provence, je voyais tout et j'ai compris à quel point la littérature était un voyage immobile, intérieur, mais sans doute le plus grand et le plus beau des voyages. Et 30 ans plus tard, quand j'ai publié mes premiers livres et que le ministère de la Culture m'a demandé d'aller en prison, j'ai commencé dans une très vieille prison qui est fermée aujourd'hui et je me suis rendu compte à quel point les détenus qui se mettaient à lire souvent leurs premiers livres, parce que j'allais les voir une fois par semaine, comme j'ai découvert Jean-Jacques au Baumette dans les années 90, comment un livre, mieux que la télévision, mieux qu'un smartphone, mieux que le shit, leur permettait de voyager. Donc voilà, moi je suis du côté de ceux qui vont, comme la plupart d'entre vous, on est là, peu d'entre vous ont fait 20-30 ans de prison, mais la plupart d'entre vous intervenez. SPIP, assistante sociale, éducateur, vous entrez dans les prisons, comme moi, sans doute toutes les semaines depuis des années. Mais je pense qu'on ne connaît la prison que lorsqu'on a fait un mois ou 2 mois de détention, quand on sait ce que c'est qu'une porte qui ne s'ouvre jamais. Voilà. Et donc, on va parler de ça, du rôle de l'écriture et de la musique en prison. La seule chose que le ministère ne fait pas, c'est préparer les gens à sortir de prison. Et un atelier d'écriture, un atelier de théâtre, un atelier musique, ça permet aux gens d'être un peu dehors et donc de préparer la sortie. Donc, j'ai rencontré Jean-Jacques. Pendant 5 ans, il est venu dans mon atelier d'écriture et c'était à la fois pour eux et pour moi des heures je dirais, éblouissante d'amitié et de liberté. Je leur disais, écrivez ce que vous voulez, employez les mots que vous voulez. Entre nous, on peut tout dire, il n'y a pas de censure. Si vous avez envie d'égorger le directeur des Baumettes, faites-le avec votre stylo, mais qu'on l'entende gueuler et qu'il y ait du sang partout. C'est ça l'écriture. L'écriture, c'est vraiment le reflet de la vie. Si vous faites l'amour, il faut qu'on entende gueuler les 2 personnes qui font l'amour. Et si vous égorgez le directeur, il faut qu'on entende gueuler le directeur. C'est ça l'écriture. Donc il est venu pendant 5 ans et on est devenus très très amis. On se voit régulièrement depuis presque 30 ans. Donc il va vous expliquer ce que c'est qu'un atelier d'écriture ou un atelier musique. Jean-Jacques. Alors moi, si j'ai accepté d'être ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de toutes les histoires carcérales, traditionnelles, les exagérations. Parle bien dans le micro. C'est déjà pour remercier les gens qui viennent apporter un peu beaucoup même de lumière à l'intérieur de cette obscurité, non seulement matérielle mais intellectuelle. Rien n'est fait dans les prisons pour essayer d'amener les détenus vers quelque chose qui pourrait les reconstruire. Rien. Si ce n'est la visite de personnes comme René, entre autres, et puis certainement certains d'entre vous. Et ces activités ont une énorme importance. Parce qu'on sort de l'ambiance carcérale où on tourne en rond, où ça ne parle que... Je peux même vous certifier que des mômes qui rentrent en prison pour des délits mineurs sortent de détention en sachant beaucoup plus d'informations pour aller, voler une voiture ou une banque, que de résoudre une équation. Pourquoi ? Parce que c'est un peu fabriqué de la récidive. Alors, pour en revenir et pour être très simple et très bref, un atelier d'écriture, c'était un moment où tout se suspendait, tout le milieu carcéral, la prison,
la cellule, la violence, le mépris, l'ironie de tout ce qui fait un jour de détention n'existait plus. Et puis la possibilité à certaines personnes de se rencontrer. C'est-à-dire ils ont appris à se connaître grâce à, comment ça s'appelle, à la discussion avec quelqu'un avec qui on pouvait le faire confiance, c'est ce monsieur ici présent, et qui transmettait autre chose que de la haine. Il apprenait à, comment ça s'appelle, à tirer les gars vers le haut, vers le, c'est un peu prétentieux, vers le vrai, vers autre chose que cette haine que fabrique la prison. C'est indispensable. Je ne dis pas que la culture elle peut venir à bout de tout, c'est pas vrai, mais il faut continuer. Il faut continuer à, comment ça s'appelle, à être sensibilisé. Moi, je ne savais pas, il y a beaucoup de trucs que j'ignorais. Ma littérature, c'était zéro. Le cinéma, la peinture, zéro. J'ai découvert beaucoup de choses par un départ, juste un départ, avec René Frény et d'autres personnes qui ont pris sa suite et qui continuent. L'importance de ces choses-là, on n'est pas là en train de raconter des histoires de voyous. La détention, je la connais dans tous ses sens, dans tous ses endroits. J'ai fait la prison dans les quartiers de haute sécurité, j'ai fait la prison dans les quartiers d'isolement. De partout, c'est la même, la prison. Rien n'est fait, rien n'est pensé, si ce n'est par l'effort de gens qui sont totalement désintéressés, qui viennent, qui prennent du temps sur eux, pour les autres. S'il René et beaucoup d'autres. Rien n'est fait pour ça. 76 000 détenus, 56 000 places, ça va de pire en pire. Je ne dis pas que la culture va tout sauver. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Et celui-ci, celui de la culture, en fait partie. Partie de cette direction qui peut mener quelqu'un vers autre chose, qui peut le découvrir à lui-même. Une chose qui est arrivée quand même quelquefois. René, je te prends à témoin. Il y a des gars qui sont mis à l'écriture, des gens qui étaient détruits en invétérés et qui ont découvert la littérature et qui ont trouvé ça pour s'exprimer, et puis gagner leur vie honnêtement. Bien que certains vols ne sont pas malhonnêtes. Voilà, je fais un peu le tour, je ne vais pas rester sans date sur ce sujet. Je vais laisser la parole à M. Frény. Moi, je voudrais vous lire une lettre que Jean-Jacques m'a envoyée. Il était depuis 3-4 ans devant un mur dans un quartier d'isolement et il m'envoie cette lettre que je trouve magnifique et qui résume tout ce qu'il vient de dire. Je mets mes lunettes. Donc, il était seul depuis des années dans un quartier. C'est ça le quartier d'isolement, tu es seul. Je ne fais qu'une chose. Je marche et je lis. Je lis et je marche. Tout le reste n'est que gamberge. Je fais une tentative d'homicide à chaque seconde, en essayant de tuer le temps. Quelle phrase infecte, tuer le temps. Heureusement que j'aime par-dessus tout lire. Étrangement, certains livres ressemblent à ce que je vis, à ce que je ressens. Cette insupportable situation exige des ouvrages d'une force divine pour la reléguer derrière la magie des mots. Seuls les mots m'offrent la richesse de l'oubli. Merci Camus, merci Giono, merci Voltaire. Je ne suis pas à l'ombre, je suis dans l'injustice. Il n'y a entre ces murs que misère et ignorance. Voilà pourquoi nous sommes ici. Une déchetterie de pauvres, une fabrique de criminels. Voilà ce qu'est la prison pour Jean-Jacques. Et j'ai rarement vu de lettre aussi drue, aussi efficace contre le système carcéral, une fabrique de criminels. Et c'est ça la prison aujourd'hui. Ça fabrique, bien entendu, quand on dit c'est l'université du crime, il ne parle que de crime, de prostitution, de machines à sous, de cocaïne, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être justement une université humaine, ce que nous faisons aujourd'hui. Cette lettre est limpide et je conçois que ces gens qui restent des années sans livre, sans penser devant une télévision avec un portable et en fumant des joints toute la journée, sortent complètement abrutis et encore plus voyous.
On retrouvera René Frény demain matin à 9h30 sur une fabrique de l'écriture, sur sa méthode qu'il propose de partager. Mais je sais qu'un jour, tu nous racontais comment tu donnais le goût du rapport à la littérature, puisque Jean-Jacques citait Camus. Tu te sers de l'étranger de Camus, c'est ça, et de la première phrase du livre. De la première phrase ou de la première page. Maman est morte, c'est ça ? Oui, pas tellement. Je me sers du style de Camus dans L'étranger, écrit au passé composé. Aujourd'hui, maman est morte, je ne sais pas, j'ai reçu un télégramme de l'asile, enterrement demain. C'est un style télégraphique, très peu d'adverbes, très peu d'adjectifs, très peu de mots, mais chaque mot percute. Et donc, je lis à haute voix parfois des extraits de L'étranger. C'est un livre les plus faciles à lire. Si on oublie que derrière Camus, il y a la philosophie de l'absurde. Il n'y a aucune philosophie de l'absurde chez Camus. Il y a des mots qui sont d'une grande beauté, d'une grande efficacité. Il faut oublier l'absurde chez Camus et lire Camus. Donc je lis Camus tel qu'il a écrit, parce que lui-même a dit un jour sur France Inter, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie de l'absurde. Donc je lis Camus et je l'ai fait écrire avec simplicité. Et un jour, ça prouve bien la transformation de ces détenus. À la prison des Baumettes, je leur donne une phrase de Giono. Cette phrase est celle-ci: la vie est un fruit, notre rôle est de le manger, vivre n'a pas d'autre sens que cela. Et je les vois la plume à la main, ne pouvant pas écrire, je leur dis: pourquoi vous n'écrivez pas aujourd'hui? Et ils me disent: si la vie est un fruit, que notre rôle est de le manger et que vivre n'a pas d'autre sens que cela, pourquoi on est là? Parce que nous, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. On est rentré dans tous les jardins, on a mangé tous les fruits, on ne s'est jamais soucié à qui appartenaient ces fruits. Tu nous demandes d'écrire une phrase qui est amorale. Et c'est étonnant quand même. En prison, ils me disent: tu nous demandes d'écrire sur une phrase amorale. C'est ce qu'on a fait jusque-là. Et donc, je me suis dit, non seulement ils sont là pour écrire de la littérature, mais ils me posent des questions auxquelles je ne réponds pas. Dans ton petit livre, magnifique carnet de prison, donc, Folio Gallimard, 3,90 €, ne vous gênez pas. On te demande souvent pourquoi tu fais ça, et c'est toi qui te poses les questions à toi-même. Qui apportez-vous, mais quand retirez-vous? Quand retirez-vous? Est-ce que tu pourrais exprimer ça? Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Je rentre avec 2 sacs. Un pour donner des mots, des émotions. Le mot émotion, c'est le plus important. Donner des mots, des émotions, des évasions. Et puis, je recueille, bien entendu, je me suis inspiré très souvent de ce que me racontait Jean-Jacques, par exemple, et quelques amis qui sont restés pendant des années. Donc, je dis toujours que je rentre avec 2 sacs. Un sac pour donner des mots, des émotions, il est à moitié plein. Et un sac pour recueillir, un sac pour prendre. Et il est bourré. Donc, je recueille beaucoup plus que ce que je donne. Je reçois leur univers, je reçois leur histoire, parce que j'écris des romans noirs, j'écris quelques polars. En tout cas, même s'ils sont des récits autobiographiques, ce que m'ont apporté les prisons et les détenus dans mes livres, c'est énorme. J'ai reçu énormément. Et parfois, je téléphone à Jean-Jacques, puisqu'on s'appelle souvent, et je lui dis, là, j'ai un problème avec mon personnage principal, il vient de faire un braco, par exemple, il est là, etc. Et Jean-Jacques me donne la suite, parce qu'il connaît, sans l'avoir vécu, il connaît l'histoire. Donc, je reçois énormément. Donc, c'est ça l'atelier d'écriture, mais c'est ce qu'on fait tous partout. On a l'impression, quand on est une assistante sociale, ou qu'on ne fait que donner. Non, on n'est pas des curés. On donne et on reçoit beaucoup plus. D'ailleurs, on ne possède que ce qu'on donne. Donc, moi, tout ce que j'ai écrit sur l'univers des voyous, l'univers carcéral, ou des gens comme, je dis toujours, Jean-Jacques, c'est pas un truand, c'est pas un parrain, c'est pas un caïd, c'est un rebelle, c'est un marginal. Il se définit comme ça. Ça a été un enfant, je pourrais vous lire, j'ai apporté son manuscrit où il raconte sa vie. Bon, il ne veut pas le terminer, je crois qu'il ne veut pas le publier. C'est un type plutôt discret. Mais si je vous lisais les premières pages, c'est bouleversant. C'est un minot qui grandit dans 30 mètres carrés à Marseille. Ils sont 7 dans 30 mètres carrés. Et il dit, c'était 30 mètres carrés d'amour. Et puis à 15 ans, il perd sa maman, qui meurt d'un cancer. Il se retrouve seul et il se met à faire n'importe quoi. Donc n'importe quoi, très vite, il attaque, il vole, il braque. Mais je pense que le choc, après ces 30 mètres carrés d'amour, c'est la mort de cette maman à 15 ans. Donc il n'est jamais devenu un truand.
il est un marginal, un rebelle, une espèce de Robin des Bois. Même quand il a de l'argent plein les poches, il le distribue. Moi, quand je n'ai pas d'argent, j'appelle Jean-Jacques, c'est mon banquier. Il m'en donne. D'ailleurs, j'en ai un peu besoin aujourd'hui. Tu as quelque chose sur toi, là? Non, mais tout à l'heure, ce sera résolu. Il y a une livraison. Jean-Jacques, est-ce qu'on pourrait définir, depuis l'intérieur, tel que tu l'as vécu, quelle est cette relation que tu peux avoir avec... Il y a 3 mondes qui viennent vous rencontrer, grosso modo. Il y a ceux qui sont chargés de vous surveiller, de vous encadrer, voilà, les bleus, vous les appelez, je crois. On ne dit plus les matons, c'est plus un terme j'aime bien les bleus. Ça a du sens d'ailleurs, parce que vous n'avez pas le droit de vous habiller en bleu à l'intérieur de la prison pour pas qu'il y ait de confusion. Et moi non plus, quand je vais à la prison, on me demande de ne pas être habillé en bleu. On en profite quand on est dehors. On est tous les deux habillés de bleu, je suis en train de réaliser. Il y a donc ceux qui doivent s'occuper de vous accompagner sur le plan social, les conseillers de probation, d'insertion, etc. Et puis il y a donc ceux dont parle René, dont on fait partie, les intervenants extérieurs. Comment ça se passe, cette relation globale? Qu'est-ce qui fait que la relation, elle est très différente avec l'un, puis l'autre, puis le troisième? Parce que ça, c'est ce que j'ai remarqué, et René en parle aussi. C'est pas de même nature. Il y a des gens qui sont là pour remplir une mission administrative. Il n'y a pas d'humain, pas toujours. Il y a des gens qui sont, comment ça s'appelle, habités par leur vocation, et chez certains pseudo-vocations. Et la démarche de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour apporter quelque chose est complètement différente. On a un rapport, moi j'ai toujours été très 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 allergique à tout ce qui touchait à ce système-là. Comme je l'ai dit, comme il a dit René, moi j'ai jamais été ni un truand, ni pareil. Les histoires de, comment ça s'appelle, de Coppola, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans la démarche de Charlie Boer qui avait écrit Fracture d'une vie. Je me suis battu contre un système toute ma vie. Alors bien évidemment, j'englobais, peut-être de façon injuste, certaines personnes qui venaient remplir le devoir, c'est-à-dire assistance sociale, et puis venaient chercher aussi des payes. Voilà. Et moi, je me suis battu contre ça toute ma vie. Les prisons, je ne vais pas en entendre parler. Quand on me disait, non, il faut les casser. On les a cassés. On les a cassés parce qu'on croyait qu'on allait changer les choses. On n'a rien changé du tout, elles sont devenues pires qu'avant. Donc voilà la différence qu'il y a entre... Si vous parlez avec d'autres gens qui ont connu la prison, je crois qu'il y a autant d'explications qu'il y a d'anciens détenus. Parce que moi, je suis très très loin de la détention maintenant. Mais j'ai conservé ça, cette réaction-là. Donc, il y avait ces personnes qui venaient remplir une mission administrative, d'autres pédagogiques et puis d'autres humaines. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est un peu le sujet qui traverse plusieurs des ateliers de l'édition de Concertina 2023, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vie communautaire à l'intérieur de la prison? Entre les détenus, j'entends. Je l'ai connu. Je l'ai connu, mais il y a très longtemps. Parce que moi, j'ai grandi avec des personnes qui, si vous voulez, c'est un peu osé, mais je vais comparer moi, les moments que j'ai vécu avec une forme d'initiation. Il y avait des anciens truands qui étaient là et qui, au vu de la dureté de la détention de l'époque, c'était très 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 dur. Ce sont des gens qui nous initient à combattre, même silencieusement, la détention. Donc la communauté, elle se faisait de façon presque... elle était physique, elle était intellectuelle, bien que ce mot, je n'aime pas ça. Elle était cérébrale, elle était de tous les instants. Il y avait une communauté, on était solidaires. Et on se battait parce qu'on avait des valeurs politiquement, culturellement. J'ai appris des tas de choses aussi avec eux. Faire ceci, non, ne pas faire cela, il faut casser les prisons, patati, patala. Maintenant, ils cassent quoi? Ils sont copains, pas tous, mais ils partagent des bambous avec les surveillants. C'est une prison, c'est devenu une colonie de vacances, mais ils ne s'en rendent même pas compte du mal. Ils se détruisent mais avec une force. Pour ça que ça laisse tout le monde de marbre. Et puis n'importe comment, ce n'est pas un souci quotidien pour les personnes. Même ceux qui sont ici réunis aujourd'hui, ce n'est pas leur souci. La prison, c'est un souci de personne, par ceux qui sont concernés. Les prisons, c'est un gros problème. Mais même moi qui ai passé beaucoup d'années derrière, je n'ai pas la solution. Parce que je vous parle franchement,
Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Ils existeront toujours. Depuis que l'homme est homme, il enferme ses frères. Et ça restera comme ça. Après, il y a des lois. On a fait ceci, on a fait cela. Mais les exemples, ils viennent de très haut. Ils viennent de très haut. Comment ça s'appelle, l'envie de ressembler à quelqu'un qui incarne la loyauté, la dignité, la responsabilité, l'intelligence. Moi, je regarde, je vois personne. Hein. Je vois personne. L'homme est quand même la seule espèce vivante sur cette planète qui enferme ses semblables. On n'imagine pas un chien, un oiseau faire ça. Ou une fleur. On le voit, il y a des liens d'amitié très forts que ça peut générer. On ne se connaît pas depuis très très longtemps, mais on s'était rencontrés autour d'un livre qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Les vivants au prix des morts », et qui raconte, sous une forme roman, qui raconte une extraordinaire forme d'amitié qui s'est mise à un moment précis en œuvre dans ta vie, d'une certaine manière. Tu as envie d'en dire 2 mots, René ? Pas sur ce roman précisément, parce que c'est un roman. Le romancier, le premier droit du romancier, comme le premier droit du garde à vue en garde à vue, c'est de mentir. On a le droit de mentir. Et si le romancier ne ment pas, n'invente pas, c'est qu'il manque d'imagination, ce n'est pas un bon romancier. Donc le romancier ne cherche pas à dire la vérité. Moi, je n'ai jamais pensé à dire la vérité. J'ai fait moi aussi quelques gardes à vue, mais jamais je n'ai pensé dire la vérité. Je disais ce que j'avais envie de dire. Et c'est pareil dans le roman. C'est la liberté du romancier d'inventer des situations, la réalité, la vérité. On n'est là que pour transformer le monde, transformer ce parc en autre chose. Jean-Jacques en autre chose. Moi-même, voilà, le romancier, c'est un potier qui prend un bloc de glaise et qui transforme la réalité. Donc, mon seul but, c'est de lancer des voyages et que le lecteur parte en voyage grâce à un roman. Donc, il m'est arrivé dans la réalité de recevoir un détenu qui me disait « Je viens de m'évader, ou est-ce que tu peux me planquer ?» Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ça m'est même arrivé de faire un faux CV pour un détenu qui s'en est servi pour s'évader. Bon, mais ça, ce sont des anecdotes. Mais un roman, c'est pas une anecdote, c'est avant tout de l'imagination. Un écrivain, c'est comme cet arbre-là, ça a des racines, j'ai des racines à Marseille, j'ai un tronc, c'est ma vie, et puis il y a tout le feuillage. Et le feuillage, c'est l'imagination. Et ce qui compte dans la vie d'un écrivain, c'est le feuillage, c'est l'imagination. Donc la plupart de mes livres partent de quelque chose de vécu, on pourrait dire de vrai, mais ça n'a aucune importance. Même si j'ai aidé des détenus à s'évader ou à se planquer, ce n'est qu'un prétexte pour inventer des histoires. Donc on n'est pas là pour raconter la réalité avec Jean-Jacques, on est là, il l'a dit, pour témoigner d'une chose humaine. Dans les prisons, il y a 1000 choses humaines qui se passent tous les jours. Et si je voulais écrire une série noire plus riche que la série noire, j'entrerai au Baumette, j'ouvrirai les portes des cellules. Derrière chaque cellule, il y a un roman noir. Mais notre but, ce n'est pas de raconter la réalité, c'est de raconter aussi ce que nous sommes quand nous rêvons. Michel Perrault, l'année dernière, dans son intervention de clôture à Concertina, disait qu'il y avait une grande qualité ici, c'est qu'on respectait les horaires. Personne ne m'avait demandé de dire ça, mais donc je m'étais engagé à ce que vous ayez la parole sur la dernière demi-heure de cette rencontre. Il y a un micro HF qui, je crois, va circuler. Je ne sais pas comment ça se passe, si quelqu'un a le micro dans la main. Non il l'a, voilà. Eh bien, donc le micro émet. Voilà, il y a une main qui se lève tout de suite. C'est parfait. Merci. Bonjour. Et merci. Je voudrais témoigner de la démarche qu'il y a à l'heure actuelle dans certaines prisons, qui est lire pour en sortir. Et c'est en vous écoutant, Monsieur Frény, sur une chaîne de radio, que j'ai été confortée dans l'idée de me lancer dans la démarche. Et avec ce que vous venez de dire a eu une profonde résonance en moi et en ce que j'ai reçu depuis maintenant 5 ans. L'image du sac à moitié plein quand on rentre et celui du sac plein de ce que l'on recueille est tout à fait juste et profonde. Nous rencontrons des personnes détenues qui ne lisaient pas forcément, qui rentrent dans la démarche, qui commencent par des livres assez faciles, qui arrivent tout doucement à Gary, à Camus,
et qui, lorsqu'ils ont lu un Camus, demandent à lire un autre livre de Camus et demandent à lire un troisième livre de Camus. Ça, c'est la première chose. Je suis devenue une lectrice totalement différente depuis que j'accompagne ces personnes. Pourquoi ? Avant, je lisais égoïstement, c'est-à-dire je lisais pour moi. Aujourd'hui, lorsque je lis, nous sommes deux dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a moi, la lectrice du livre, et la personne qui lit le même livre que moi. Et nous allons nous rencontrer sur ce livre. Elle va remplir une fiche de lecture de 4 pages, c'est-à-dire qu'elle va oser, je dis bien le mot oser, poser en écriture ce qu'elle a ressenti en lisant le livre. Et là, c'est très, très émouvant ce que nous lisons, parce que nous nous apercevons qu'au fil du temps, ça leur amène une confiance en eux, une affirmation de soi, le voyage dont vous parlez, l'évasion, et une ouverture d'esprit qu'ils n'avaient pas forcément au début de la démarche. Simplement, très vite, la démarche a été mise en place par un avocat du Val-Stala. Pour quelle raison ? Il en avait assez de voir ces jeunes qui, en comparution immédiate, n'avaient pas les 200 mots nécessaires pour s'exprimer, comprendre ce qu'on leur disait et répondre à ce qu'on leur disait. Et le but de la démarche, c'est cela, c'est d'amener à la lecture et à l'écriture, donc avec la fiche de lecture, des jeunes qui n'y auraient pas accédé autrement. Merci infiniment. Merci. Je voudrais ajouter pour toutes les personnes qui sont là, parce que moi j'interviens avec pas mal d'associations et je pense que lire pour en sortir est la plus efficace. Donc ceux qui sont là et qui veulent se rapprocher de ces activités culturelles en prison, apporter des livres et leur demander justement un retour, d'écrire sur ce livre, c'est sûr que le livre n'est pas perdu. Et moi, quand je vais dans les prisons parler avec ces détenus qui ont lu le livre, mon livre ou un autre livre, je m'aperçois qu'ils ont tous lu, qu'ils le connaissent presque par cœur. C'est un travail en profondeur. Et là, il y a une phrase de Victor Hugo qui résume tout ce que nous faisons là et ce que vous faites, lire pour en sortir. Elle est toujours d'actualité. Même si à l'époque, il y avait déjà la peine de mort, la guillotine, et que Victor Hugo dit la tête du peuple, parce que bon, bien sûr que c'est le peuple à 99% qui peuple les prisons, la tête du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, remplissez-la, vous n'aurez pas à la couper, la tête du peuple. Voilà. Si on cultive par des mots, par des émotions, par la lecture, par la peinture, par le théâtre, quand on cultive la tête du peuple, c'est peut-être une tête qui ne tombera pas. Victor Hugo, il y a 150 ans, avait la solution que les politiques aujourd'hui ne voient pas. Quand on voit Dupond-Moretti qui avait tout compris de la justice et qui était le meilleur avocat, aujourd'hui se fait l'avocat du pouvoir, eh bien on se rend compte que selon là où on est, avocat, bon avocat ou ministre, on change totalement d'opinion. D'ailleurs, Alexandre du Val-Stala s'était inspiré notamment de l'expérience qui était menée au Brésil quand il a créé l'association. Et au Brésil, on va très loin puisqu'on a une remise de peine quand on a remis la fiche de lecture. Je crois qu'il court après un projet de loi mais qu'il n'y est pas encore arrivé. Si, pardon. Parce qu'il y a aussi un pays de l'Est, je crois la Roumanie, mais je ne suis pas sûr, qui a tenté la même chose et qui allait très loin dans les remises de peine. Et ça avait engendré une forme de délinquance très originale où les détenus avaient embauché des gens, des nègres en quelque sorte, et qui produisaient une fiche de lecture chaque jour. Et qu'il y a des détenus qui sont sortis très très précocement, donc ils ont annulé la loi. Je crois que c'est la Pologne, je ne suis pas sûr. C'est un pays de l'Europe de l'Est. Il y a une question là-bas, je crois. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tous les deux là sous le même registre. Parce qu'on a entendu, alors, malheureusement, je ne sais plus vous, monsieur l'homme à la casquette. Monsieur Cialelli. Cialelli, voilà, qui nous dit la prison, c'est à supprimer, tout est nul, il ne se passe rien, c'est une école du crime, etc. Mais vous, à côté, l'homme au pull bleu rayé, vous dites... Monsieur Frény. Monsieur Frény, vous dites... Marin.
Oui, pardon, Marin, voilà. Mais il se passe des choses en détention avec les activités spirituelles, pardon, pas spirituelles, intellectuelles et artistiques. Bon, là, donc l'écriture, la lecture, tout ça, ça peut transformer un homme. Et donc, la prison n'est pas si négative, puisqu'il n'y a que là que ça peut se passer. Ce sont des gens qui n'ont pas eu préalablement accès à la lecture en particulier. Donc, c'est plutôt un bienfait. Je ne sais pas si je dois l'entendre comme ça, mais vous pensez que pour vous, c'est quelque chose de positif. Et ma question aussi, qui est reliée à cela, c'est de se demander si c'est durable. C'est-à-dire, est-ce que ces gens-là, ils ont, allez, on va dire un mot là, capitalisé sur, sur ce qu'ils ont appris et compris pour ensuite la vie qu'ils vont mener. Alors, ça pourrait s'évaluer en termes de trajectoire ou de récidive. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être un éclairage à nous donner sur l'après? C'est-à-dire quand ils sortent de prison, est-ce qu'ils ont continué cette activité? Est-ce qu'ils ont été transformés? Voilà. Merci. Réponds, Jean-Jacques. Allez, Jean-Jacques. C'est lui qui a la masse, c'est lui qui détruit. Donc après, je vous dirai ce que j'en pense, mais je laisse détruire les prisons. Vas-y. Voilà, c'est détruit, on n'en parle plus. Oui, mais ça enlève le boulot de René, qui n'est pas un boulot vraiment. Moi, je n'ai connu que 6 mois de cellules dans une forteresse militaire où on avait une planche pour dormir, une tinette pour faire nos besoins, il n'y avait même pas de chiottes dans la cellule, et on avait une douche par semaine. Et donc, j'étais pour la destruction de toutes les prisons parce que j'étais dans la souricière. J'étais une souricière. J'étais pour raser les prisons. Maintenant, je vais dans les prisons et d'un coup de baguette magique, je ne peux pas raser les prisons. Je comprends très bien Jean-Jacques. Il a fait partie de ceux qui surgissaient sur les toits, qui crevaient les toits des prisons dans les années 80, et l'été, parce qu'il faisait trop chaud, il démolissait les prisons. Et je le comprends très bien quand on est dedans. Mais comme personne, ni Jean-Jacques, ni moi, ne pouvons raser les prisons, on est bien obligé d'essayer de les transformer de l'intérieur, de les transformer. Et si Jean-Jacques est là aujourd'hui, la lettre que je vous ai lue, Jean-Jacques est quelqu'un qui lit Shakespeare, qui lit Voltaire, qui lit Giono, qui lit Faulkner, qui lit absolument tout. Hein. Donc, s'il n'avait pas fait de prison, je ne sais pas s'il aurait lu tout ça. Et je pense qu'il y a quelques personnes comme Jean-Jacques qui se mettent à lire, ou comme moi. Moi, je ne serais jamais devenu écrivain si je n'avais pas fait 6 mois de prison. À 19 ans, je n'avais rien lu. J'étais dans les rues de Marseille, je faisais les 400 coups, j'étais un petit voleur, un petit menteur, je n'allais pas à l'école, je mentais à tout le monde, et donc je serais devenu peut-être un voyou. Et ces 6 mois de prison m'ont permis de découvrir la seule possibilité d'évasion, le livre. À l'époque, pas de télévision, pas de journaux, pas de périodiques, pas de radio, que dalle en prison. 7 mètres carrés dans une cellule. Et le livre m'a permis, c'était comme si on m'avait donné une échelle et que je puisse tous les jours franchir le mur. La culture, l'imagination. Donc je pense que Jean-Jacques s'est servi de ces échelles culturelles pour franchir le double mur des Baumettes. Mais bien entendu que quand il est dedans, il n'a qu'une envie, c'est tout raser. Tout raser. Mais en même temps, les quelques détenus, on est dans la politique du colibri, les quelques détenus que l'on fait lire ou faire du théâtre, malgré tout, ils sont transformés, qu'on le veuille ou non. Alors je ne sais pas si Jean-Jacques ne braquera plus de banque, ça ne me regarde pas. S'il ne mettra plus un calibre sur la tête, ça ne me regarde pas. Mais même s'il met un calibre sur la tête d'un banquier, il pensera quand même à Voltaire, à Shakespeare et à Giono au moment d'appuyer sur la détente. Il n'appuiera pas de la même manière sur la détente. Parce qu'il aura lu Voltaire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Jacques. Voilà ce qu'ils en pensent, eux, Rio. Bon. Ah, mais je vais vous répondre, madame, parce que, par politesse déjà, votre question, moi je suis pour la pluralité des conceptions des choses. Les mots, je les cherche souvent, les mots. Mais je ne suis pas utopiste au point de croire que toutes les prisons vont disparaître, elles existeront toujours. Mais je pense qu'au regard de ce que dit René, de ce qu'a dit la dame tout à l'heure, il y a des choses à faire qui n'étaient pas faites à l'époque où moi, j'ai grandi dans, comme ça s'appelle, dans... C'est indescriptible ce que j'ai vécu, parce que je vous parle de 50 ans en arrière, ce qui se passait dans les prisons. Il y avait rien à faire que de la casser à morceaux. Après, il y a eu une évolution.
une évolution parce qu'il est venu des gens qui sont posés de vraies questions. On va les enfermer jusqu'à quand? On va durer jusqu'à quand les prisons? On va continuer à les remplir. Il y a 76 000 détenus à 56 000 places. Ils dorment à 3 par terre dans des lits, dans 9 mètres carrés. Et vous voulez pratiquer le détachement émotionnel? Vous voulez faire du yoga? Des moments comme ça. Vous avez qu'un envie, si vous avez encore une paire de choses, c'est de, comme ça s'appelle, c'est de leur taper dedans. Mais vous ne le faites pas, bien sûr. C'est une envie. Si on devait respecter tous nos envies, il se passerait beaucoup de choses, mais on ne les fait pas. Parce que nous sommes éduqués ou formatés, comme ça dépend. Hein. Donc, l'utopie, c'est vrai, c'est de les détruire. Mais ça n'arrivera jamais. Tout à fait, là-haut, c'est promis. Vous m'entendez? Bonjour. C'était un message à l'attention de monsieur Stalelli. Cialelli. Jean-Jacques Pardon. Cialelli. Appelez-le Jean-Jacques. Ouais, moi- Jean-Jacques. c'est plus facile. La question, c'est que je suis arrivée un petit peu en retard, alors je m'excuse, peut-être que vous avez déjà répondu, mais Jean-Jacques, vous avez dit que, enfin, vous aviez écrit un livre et que vous ne saviez pas si vous alliez le publier ou pas. Non, c'est moi qui ai dit ça. C'est vous qui avez dit ça. Donc au cas où ça soit vrai, puisque vous ne dites pas la vérité, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Jacques, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le publier ou qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de le publier? Fais attention, si madame est une éditrice, réponds bien. Hein. Non. Non, ça ne changera rien du tout. Comment vous expliquer ça en quelques mots? Je suis auteur, compositeur et musicien. J'ai eu la chance de rencontrer, à ma sortie de prison, un monsieur qui s'appelait Michel Berger. J'ai connu sa famille, son fils, sa fille, France Gall. Et lorsqu'on a fêté, entre guillemets, les 20 ans du décès de Michel Berger, j'ai fait partie des rares gens qui ont été invités. Et France Gall m'a dit, mais pourquoi tu ne sors pas cet album que tu devais produire avec Michel? Et c'est revenu sur le plan. Et comment ça s'appelle, parallèlement à l'enregistrement de l'album avec les musiciens de Michel, on m'a dit, mais Jean-Jacques Cialelli, à part de la BRI, il est connu de personne dans le milieu. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle un livret. C'était parti pour faire un livret. Et puis après, je me suis ravisé, je n'avais pas envie de raconter ma vie. Voilà. Raconter ma vie, je me suis repris. On est toujours en train de travailler sur l'album, mais il n'y aura pas de livret. Parce qu'avec le recul, je me suis dit que ça ne me regardait qu'à moi. C'est de la pudeur C'est pas de la pudeur. Vous savez, je veux vexer personne. J'aime pas les gens qui se racontent. Moi. Les gens qui racontent puis souvent ils racontent leur vie, mais alors écoutez-moi à leur avantage. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, vous savez, je sais pas si, aujourd'hui je suis là, parce qu'on va revenir à la source de la discussion. La discussion, parce que justement, il a émergé une dame qui est très intéressante, parce qu'elle a bien résumé les raisons pour lesquelles nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Voilà ce qui se passe. Il se passe des trucs, il y a des choses, il y a des personnes qui font des trucs. Ça qui m'intéresse, moi. Après, elle a raconté ma vie, bon, je le fais parce qu'il faut le faire. Il faut dire que là, de ce point A, je suis allé dans un point B. Oui, je suis intéressé par ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le raconter, mais ça regarde qui? Je préfère en témoigner entre nous. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. J'en connais des brochettes de gars qui racontent des histoires. 99%, je suis bien placé pour dire que c'est que des conneries. Hein. Que des bêtises. Mais ceux-là, ils ont le droit de vendre leur cam. C'est leur truc. Ça leur évite d'aller sauter des compteurs de banque, de les braquer. C'est encore mieux. Mais la véritable raison pour laquelle nous sommes réunis, je pense, alors j'ai rien compris au film, ce qu'a soulevé la dame, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que fait René Frény? Ce que font les associations pour essayer de tirer les gens un peu vers le haut et vers un ailleurs. Tout le reste, qu'est-ce que je vais faire? Ça regarde qui ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Ça intéresse qui d'ailleurs? Les policiers peut-être.
D'ailleurs, j'ajouterais, le thème de ce qui nous réunit, c'est le silence. Mais le silence, c'est ce qu'on entend dans un monastère. C'est le contraire de la prison. Le problème de la prison, c'est le bruit. Je n'ai jamais rencontré de lieu aussi bruyant qu'une prison. Le bruit des sondeurs de barreaux, le bruit de la musique, le bruit des cris la nuit, les parloirs sauvages en face des baumettes. Il n'y a rien de plus bruyant qu'une prison. J'ai des copains qui me demandent de leur apporter des caoutchoucs à mettre sous les chaises de la cellule en dessus, tellement c'est bruyant. Il y a des jeunes aujourd'hui, bon, il faut bien vivre en prison. Il y a des jeunes qui mettent leur poste avec la musique à fond sur le rebord de la fenêtre contre les barreaux et tout le bâtiment, on ne peut pas dormir. La chose la plus vendue en prison, c'est les boules qui est. Alors, quand on se réunit autour du silence, je n'ai jamais entendu plus bruyant qu'une prison. Et puis, pourquoi c'est bruyant ? Parce que justement, les directeurs de prison, ce que je disais tout à l'heure, ne veulent pas de vagues. Pas de vagues. La télévision à tue-tête, la musique à tue-tête, le shit à tue-tête, et donc le portable à tue-tête. C'est une ruche de bruit, la prison. Et quand tu es dans ce bruit, tu ne peux pas penser. La lobotomie que l'on faisait en psychiatrie à l'époque, la lobotomie des prisons, c'est le bruit. Tu ne penses pas tellement il y a de bruit, tu ne penses qu'à une chose, pouvoir dormir. Donc ce mot, le silence, il est complètement à côté de la plaque, disons-le. Hein, parce que la prison, c'est une ruche tellement pleine de bruit que tu ne peux même pas penser à te révolter. Tu fumes du shit et tu écoutes de la musique. Alors Jean-Jacques n'avait pas l'air d'accord sur ce qui était le plus vendu, mais j'ai senti une forme de réprobation. On va laisser... Il y en a qui fument des boules qui est. Il n'a pas les mêmes sources d'informations. Je crois que le micro est du côté de chez Annette. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, mais du coup, on était parti sur autre chose là, mais je reviens en arrière, c'est pas grave. Par rapport aux gens qui racontent leur vie, il y a raconter sa vie et raconter sa vie, ça dépend déjà ce qu'on a à dire. Et pour ma part, quand quelqu'un ou quelqu'une raconte sa vie, ça peut me permettre à moi, qui n'ai pas forcément les mots pour exprimer un truc que je traverse. Tiens, par exemple, j'ai le bras dans le plâtre, là, et je ne vais pas forcément arriver à exprimer ce que je vis au quotidien, faire sa toilette, s'habiller, c'est tout frais, donc c'est une nouvelle aventure. Bon, je prends un exemple comme ça, mais il y a un homme qui s'appelle Bertrand Bessesselge qui a raconté sa vie dans un livre qui s'appelle Le guerrier immobile. Et ce livre m'a beaucoup accompagnée déjà pendant les années de prison où j'ai accompagné quelqu'un en prison. Et je le retrouve aujourd'hui avec mon bras cassé. Parce que alors, Bertrand Bessesselge était tétraplégique, donc toute proportion gardée. Mais ce qu'il a raconté de sa vie, d'homme en fauteuil roulant, m'a tellement aidé à une période justement où quand on souffre, que ce soit en prison ou quand on est à l'extérieur de la prison, mais quand même d'une certaine façon enfermé, on ne peut pas réfléchir comme il faudrait quand on est en état de souffrance et de colère et de haine. Donc quand quelqu'un ou quelqu'une d'autre met les mots, ça... on se dit, ben voilà, je ne suis pas toute seule, il y a quelqu'un qui parle pour moi. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, quelqu'un ou quelqu'une qui va prendre le temps et travailler le fait de pouvoir raconter sa vie, pour moi, c'est super. Je voudrais juste dire ça. Tant mieux. Merci Annette. Réponds, oui, je vais répondre. Annette, si vous permettez, on ne parle pas dans la même littérature. On ne parle pas de ça. Moi, le premier, il y a des auteurs qui m'ont fait un bien immense, qui m'ont appris des choses. Je ne parlais pas de ça. On était dans le contexte des gens de, comment ça s'appelle, la voyoucratie, par où je suis passé, les histoires d'Arsène Lupin et compagnie. Ça n'a aucun intérêt. Ce sont des gens qui, comme ça s'appelle, pour moi, c'est un peu ambigu comme démarche. Je parle, vous parliez d'une littérature, et comme ça s'appelle, d'un témoignage qui sont très importants pour chacun de nous. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, personnellement, pour en revenir à moi, écrire ma vie, pourquoi faire?
Elle n'a rien à voir. Ça apportera rien à personne. On n'est pas dans la même, comment ça s'appelle, dans la même logique, dans le même esprit. Non, je pense qu'il a un peu raison. On parle de deux choses différentes. On parle de littérature d'un côté et on parle de l'autobiographie. Il y a tout un tas d'autobiographies qui sont ennuyeuses parce que les gens se contentent de rester sur l'anecdote. Un grand livre, c'est un livre qui te fait voyager, qui te fait oublier que tu t'appelles Jean-Jacques ou René. Et donc, on est au-delà de l'autobiographie. Quand Giono dise la phrase de Giono, on t'a dit qu'il fallait réussir dans la vie. Je te dis qu'il faut réussir ta vie, qu'il faut réussir la vie. Eh bien, c'est ça la littérature. Un livre réussi, c'est un livre qui te permet de t'évader quand tu le lis, peu importe que le gars raconte la vérité ou pas. Je parlais de L'étranger. D'abord, j'ai cru que c'était une autobiographie. Parce que j'avais 19 ans, quand j'ai lu L'étranger, j'ai cru qu'il racontait. Mais peu importe. En tout cas, Meursault nous parle d'Alger, la beauté des seins de Marie, la Méditerranée, et ça suffit. Et quand Jim Harrison nous parle des forêts, des rivières, des animaux, bien sûr qu'il raconte sa vie, mais il nous parle de la vie, et il le fait parce qu'il a une plume, il a un style. Donc, non, excuse-moi, là, je te suis pas. oui, mais, Parce que moi, j'écris pas à ce moment-là. Moi, je suis la petite Annette. mais voilà. si tu as lu un livre qui t'a si tu me aidé... parles de littérature, jamais je vais prendre un stylo pour écrire. Et pourtant, j'ai autant le droit d'écrire que Giono. Bien sûr. J'ai pas envie de mettre un système de valeurs sur les écritures. Parce que même ceux qui racontent leur vie, ceux dont tu parles, Jean-Jacques, les autobiographies que tu n'apprécies pas, je vais peut-être pas les apprécier non plus, mais si elles existent, c'est que ça peut intéresser des gens. Moi, je pense que tout le monde a le droit d'écrire et tout le monde doit le faire. Si on met un système de valeurs, moi, j'écris pas. C'est pas un système de valeurs, c'est un livre te procure de l'émotion ou pas. Et quand tu lis Martin Eden, la vie de Jack London, il raconte sa vie, mais ça te procure une immense émotion parce que ce type-là, il sait écrire. C'est comme un tableau. Si un peintre ne sait pas peindre, tu n'auras pas d'émotion en regardant le tableau. Donc une autobiographie qui raconte de manière anecdotique ce qui s'est passé est souvent ennuyeuse parce qu'elle ne fait que raconter l'anecdote. Et un grand livre, peu importe qu'on l'ait vécu ou pas, ça peut sembler autobiographique. Tu peux dire « je » et raconter ce que tu n'as pas vécu. Mais l'émotion sera là. C'est ça. L'important, c'est l'émotion dans un livre. Ce n'est pas la vérité. Il faut oublier la vérité. Nous allons devoir laisser le plateau à la suite du programme. Je suis le gardien du temps, c'est un rôle terrible. Merci à tous les deux, merci Jean-Jacques. Merci à vous, merci. Merci René. Merci. Bon appétit. Merci à vous.